Bonjour, donc je m'appelle Romain Billon, je suis actuellement jardinier au jardin alpin de la ville de Paris qui appartient au muséum d'histoire naturelle, donc au sein du jardin des plantes. Et avant en fait j'ai travaillé pendant 20 ans au jardin Albert Kahn. C'est pour ça qu'il va me servir souvent d'exemple pour parler de ces jardins japonisants. Alors déjà pour commencer, le titre, je vais l'expliquer entre guillemets. Alors, japonisant et pas japonais. En fait, c'est parce que au Japon, il y a plusieurs écoles qui parlent de ces jardins japonais construits hors du Japon il y a plus d'un siècle maintenant. Et donc, on peut soit les considérer comme des jardins japonais modernes, dans le sens comme les jardins modernes en Europe entre les années 10 et les années 20, avec les jardins réguliers qui sont réapparus à ce moment-là. Soit, pour d'autres chercheurs, ce sont des jardins à la japonaise. Donc ça peut se traduire comme ça, ou ça peut se dire japonisant, parce que lié au japonisme, à la mode du japonisme, et donc à la manière de... Moi je préfère utiliser ce terme-là, parce que ça dénote une démarche qui, tout en voulant respecter le style japonais, c'est ce qu'on va voir, a pris des libertés telles que c'est difficile, à mes yeux en tout cas, de le considérer comme vraiment japonais. Enfin, de les considérer comme vraiment japonais. Mais c'est pour moi ce qui fait tout leur charme. Et c'est là d'ailleurs le grand problème, c'est que la quasi-totalité d'entre eux a été détruite ou transformée. Donc on en verra certains cas. Et heureusement maintenant, certains commencent à les restaurer à l'identique. Donc pas encore en France. Enfin si, pareil, j'aborderai le cas. Mais pas de manière officielle avec des grands jardins ouverts au public, alors que dans les pays anglo-saxons, certains jardins ont déjà été réhabilités, entre guillemets, ils sont repartis pour certains en arrière, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé les interventions qui ont eu lieu depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, et donc pour essayer de retrouver un état qui se rapproche le plus de ce qui existait avant la Seconde Guerre mondiale, qui est, on va dire, la fin de l'existence de ces jardins japonisants. Donc sinon, pour le terme japonaiserie, c'est un terme que j'ai repris de l'époque. Il a été inventé, en fait, c'est un néologisme qui avait été écrit par Champfleury, qui était un critique d'art, et il a inventé ce mot en 1868, juste après l'Expo universelle de Paris de 1867, pour critiquer, en fait, tous les objets exposés par les Japonais à ce moment-là, et qu'il estimait ne plus être de vrais objets d'art, mais des objets faits pour être vendus en vrac, enfin de la sous-qualité. Et donc il ne parlait plus d'objets japonais, mais de japonaiserie. Tout est dans le nom, je pense. C'est pour ça que les jardins japonisants sont un peu entre les deux, entre le vrai jardin japonais et l'espèce de jouet que se créaient certaines personnes sans ne rien absolument connaître du Japon. Mais voilà, ils se faisaient plaisir et ça se respecte aussi. Donc c'est parti. On va partir déjà très loin pour commencer, avant de revenir chez nous. Donc ça, c'est en Californie, c'est à Los Angeles, donc la villa Juanita, qui était la résidence d'été de monsieur Wassel. Je ne sais pas comment on prononce, c'est le nom est écrit en bas, W-A-2-T-L-E-S, donc qui était un banquier, un homme d'affaires qui vivait dans le Nebraska, et qui, comme en fait énormément de gens riches du Middle West, s'achetaient des maisons en Californie. Pour en fait, pardon, j'ai dit maison d'été, c'était la maison d'hiver. Quand la mauvaise saison arrivait dans des régions comme Chicago, etc., eh bien tout le monde, enfin tous ceux qu'on avait les moyens partaient plusieurs mois, comme en France, les gens migraient sur le bassin d'Arcachon ou partaient dans le sud, dans leur villa d'hiver. Donc là c'était pareil, sauf que les Américains faisaient ça en Californie, où il fait toujours beau et chaud. Et donc de riches hommes d'affaires se construisaient des domaines. Donc ce monsieur se construit de toutes pièces donc cette maison et aménage derrière une roseraie qui existe encore. La maison aussi, en fait, maintenant tout appartient à la ville de Los Angeles, y compris l'ancienne partie japonisante. Donc voilà ce qu'il s'est construit. Donc dans un des canyons qui entourent la ville. Donc pour ceux qui ne sont jamais allés à Los Angeles, c'est quasiment du désert. Énormément de végétation qui a été installée autour. Ça a été planté par l'homme pour essayer de combler la roche et le sable et essayer de végétaliser tous les alentours. Et c'est pour ça qu'il y a énormément, par exemple,
d'eucalyptus qui ont été installés. Ils en ont fait des forêts entières. Donc voilà, donc c'est beaucoup de végétalisation artificielle. Et donc ce monsieur se décide à s'installer un jardin à la japonaise, donc dans un milieu semi-désertique. Quand on connaît le Japon et que l'on sait que les étés sont extrêmement humides et chauds, moites, donc on imagine très bien que s'il a eu de la végétation japonaise, parce qu'il y a très peu de renseignements sur le jardin, sans intervention humaine, il est impossible de la faire survivre, elle volerait en quelques années. Mais donc voilà, donc il s'est créé un petit décor, comme beaucoup de ses compatriotes, on va le voir, dont il profitait en été. Donc voilà une autre image. Donc on verra après les petits détails, tout ce qui décore le jardin en lui-même. Donc ce genre de gazebo, ce genre de décor, ou d'abri, donc ont tous, entre guillemets, leur raison d'être, puisqu'ils imitent ce qu'on pouvait trouver dans les jardins japonais, comme le petit pont blanc qui est ici. Donc voilà, donc on voit très bien qu'il y a eu des travaux de nivellement et de terrassement pour créer ce jardin dans cette vallée. Et vous allez le voir donc aujourd'hui. Donc ça c'est comme moi je l'ai visité en 2019. Donc la porte d'entrée, totalement abandonnée, bien qu'appartenant à la ville, plus rien n'est entretenu. Et en fait, comme ce sont des lieux très secs et désertiques, dès qu'il y a de rares averses, ça fait en fait des grandes coulées de boue, d'où les sacs que vous pouvez voir sur l'image, là, tous ces sacs de sable qui retiennent les coulées de boue et empêchent que tout le terrain se tire par la porte. Donc vous avez ce qui reste de la porte d'origine, avec ses tuiles et le décor japonisant qui avait été installé. Et quand on passe de l'autre côté, donc voilà les restes du jardin. Donc on voit encore les anciennes terrasses, des bouts d'escalier, et sinon tout le reste évidemment, il ne reste plus rien. Et en fait, les gens de la ville se réapproprient le jardin en plantant eux-mêmes des petits trucs, tout ce qui leur passe par la tête. J'ai vu des photos très récentes où il y a même des collections de cactus qui sont installées. Donc après tout, pourquoi pas. Mais donc voilà, donc ce pauvre jardin, la ville compte pas le restaurer. Et donc voilà d'autres photos. On commence à voir un objet qui a survécu, ici, un torii, donc en ciment, bien sûr. Donc voilà les rares survivants de ce jardin. Donc le torii et la statue sont à leur place d'origine. Et en fait, j'ai vu des photos du début des années 2000 où en fait le torii était quasiment enterré sous les coulées de boue. Donc ça a été dégagé. Je ne sais pas si c'est la ville ou si ce sont des volontaires qui se sont chargés de remettre à jour tout l'escalier, mais sinon tout avait été totalement enseveli. Et donc une des lanternes japonaises non redressées, donc qui traînent au sol, comme plein d'autres éléments. Donc voilà. Donc on va en voir d'autres, mais on va surtout les voir quand ils étaient encore beaux et en pleine forme. Donc les origines de ces jardins, ils commencent à apparaître à partir des années 1880. Donc en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Autriche. C'est les 4 pays qui voient à peu près les premiers sortir. On va en reparler juste après. Mais cette idée d'installer d'un coup dans son jardin une scène japonaise dépend de plusieurs autres styles paysagers qui ont précédé celui-ci. Et on peut donc déjà commencer cette histoire avec les jardins anglais du 19e siècle, que l'on disait pittoresques, donc qui cherchent à imiter la nature, et qui à la fin du 19e siècle se sont en plus transformés en parcs à fabriques. Donc on a commencé à accumuler des collections de bâtiments décoratifs qui imitaient l'Antiquité, qui imitaient la Renaissance, ou qui imitaient, fin du XVIIIe siècle, des jardins chinois, puisque des traités sont parus et ça a eu une forte influence à ce moment-là dans les jardins en Europe. Et en France, on a, entre guillemets, inventé ce qu'on a appelé les jardins anglo-chinois. Donc ça donnait ce genre de construction, donc avec fabriques qui imitaient une habitation chinoise et puis des jardins qui étaient censés rappeler l'Orient, que peu de personnes avaient vu en vrai. Et donc ce genre de jardins ont été assez vite décriés dès cette époque en fait. On les opposait aux vrais jardins anglais paysagers qui étaient beaucoup plus fins. Là, le côté d'accumulation de décors pour essayer d'imiter un jardin que les propriétaires n'avaient jamais vu en vrai, jouait un peu contre eux. Mais bon, l'idée était implantée et en fait ne va jamais disparaître. Et des jardins avec des thématiques différentes vont comme ça se succéder en même temps que ça touchait l'architecture, puisque donc tous les deux autres termes qui étaient éclectisme et historicisme sont interdépendants. Et c'est l'idée générale de mélanger des décorations qui viennent d'époques et de pays différents, donc sur un même lieu. Et donc en architecture, ça c'était un peu plus, ça se voyait plus souvent, mais les jardins ont aussi été touchés, pardon. Donc voilà, un vrai jardin chinois, entre guillemets.
Et je l'ai quand même mis en photo parce que les enrochements chinois, eux, par contre, ont vraiment influencé après tous les enrochements du 19e et sont totalement différents des enrochements que l'on trouve au Japon, ce qui va justement poser des problèmes d'interprétation quand on va créer des jardins japonisants. On va plutôt faire des enrochements comme ceci, que l'on trouve énormément à la fin du 19e. Ça va devenir ce qu'on appelle le rocaillage, donc des roches que l'on va coller entre elles avec du ciment, ou carrément des ensembles en ciment armé qui vont imiter de la roche, donc carrément de la fausse roche. Et en fait, en dessous, c'est comme si vous montiez un mur, et puis par-dessus, vous mettez juste du ciment, et puis vous imitez en dessinant la roche, comme on fait du rusticage, en dessinant des faux bois, en imitant les écorces, voilà, en faisant avec du ciment et du ciment armé. Donc, mais quand on voit un enrochement, même à Paris, ça ressemble plus donc à ce genre d'enrochement. Et donc c'est vraiment tout ce qui va se développer tout au long du 19e et dont le jardin japonisant va hériter. Donc ça, ce sont deux des installations qui ont été créées à l'époque de Napoléon III, donc avec le parc des Buttes-Chaumont, et un des deux bois, donc le bois de Boulogne et le bois de Vincennes, qui sont tous créés sous le Second Empire, plus d'autres parcs évidemment. Donc tous ces travaux, c'est Haussmann qui s'en charge en tant qu'urbaniste et qui refait toute la ville, et il confie sinon tout ce qui est paysager à Barrier-des-Champs, une équipe de paysagistes qui travaille avec lui sous les ordres d'Adolphe Alphand. Donc Alphand dirige, Barrier-des-Champs fait le paysagiste avec des architectes, des ingénieurs, voilà, tout le monde travaille ensemble pour créer ce genre de construction, qui donc rappelle un peu les chinoiseries, mais on revient sur l'esthétisme du jardin anglais, tout en restant très pittoresque, puisque c'est sur des surfaces beaucoup plus petites qu'on crée ce genre de décor totalement artificiel. Et donc ça va se propager dans toute la France. Donc voilà un exemple sur un plan de Barrier-des-Champs, mais qui a été fait sans qu'il soit là pour le concevoir en vrai. Donc c'est un très joli parc à Roubaix, le parc Barbieux. Et pour le coup, son enrochement avec ces cailloux blancs fait très chinois, plus qu'avec à Paris, on utilise la meulière comme pierre, hein, qui est beaucoup plus sombre. Et donc c'était très rigolo, ce parc Barbieux ressemble vraiment à certains parcs que j'ai pu visiter en Chine, donc c'était très rigolo. Mais c'est un parc anglais, mais bon, on voit très bien la filiation avec les jardins anglo-chinois du siècle précédent. Je vous mets juste un exemple de ce que peut être l'historicisme et l'éclectisme mélangés donc dans les jardins et dans l'architecture sur une même parcelle. Donc c'est le jardin de la famille Caillebotte, dans lequel a vécu le peintre pendant très longtemps. Le grand enrochement cache une glacière en dessous. C'est en même temps un local technique, quoi. C'est le frigo. Et donc par-dessus a été rajouté un petit pavillon chinois. Mais vous avez aussi donc une chapelle gothique et un chalet suisse. Et puis le petit banc qui est sur le côté, c'est une imitation de banc japonais. On trouve ce genre de banc, plus fin dans les détails, on va dire, au Japon, dans les jardins de thé. Donc voilà, ce sont des bancs d'attente sur lesquels les invités attendent que le maître de thé vienne les chercher pour faire la cérémonie du thé. Et donc voilà, donc c'est très courant dans les jardins japonais. Donc on voit très bien les mélanges de styles, qui, s'ils étaient les uns à côté des autres, seraient difficiles à accorder, mais sur une propriété de plusieurs hectares, on passe de l'un à l'autre, et voilà, c'est comme une espèce de voyage en miniature. Et donc maintenant, nous arrivons au vrai Japon. Donc, il y a un côté fantasmé du Japon au XIXe siècle. Peu de personnes le voient en vrai. On se contente souvent de photographies, dans le meilleur des cas, sinon de récits que l'on lit. Et donc là, vous avez un exemple. En fait, donc la photo de gauche a été prise par Hugh Kraft. On va en reparler juste après. Donc, qui a fait un tour du monde en 1882-1883. Alors, il est héritier de la famille Moom, donc les Champagne. Donc à l'époque, quand il a hérité de ses parents, ça lui a fait une fortune colossale, et donc il est parti se faire un tour du monde, une grande balade. Et il était passionné par l'ethnographie, donc dans tous les pays où il est passé, il prenait des photos, mais pas des photos, on va dire, comme un touriste. Il essayait de s'intéresser un peu aux gens. Et quand il est arrivé au Japon, il en est tombé amoureux, et il est resté plusieurs mois sur place, alors que les compagnons qui étaient avec lui sont tous partis, ont continué le voyage et sont rentrés chez eux. Et donc il en a profité pour faire beaucoup de photos et un livre pour raconter ce voyage. On a sur cette photo là, c'est un peu une de ces images iconiques de la femme japonaise, qui est un mélange d'érotisme et de femme fantasmée extrêmement orientale. Et sauf que là, c'est pas du tout. On le voit très bien, la photo n'est pas du tout comme les cartes postales qu'on pouvait trouver à l'époque, où il y avait des poses un peu ridicules. La photo de Kraft est magnifique. Et à côté, vous avez
Une autre personne qui a joué un grand rôle dans le japonisme, c'est Pierre Loti avec son roman Madame Chrysanthème. Donc la photo, en fait, enfin l'image que j'ai mise est entre guillemets anachronique, puisque c'est au moment du départ de Pierre Loti qui repart et qui abandonne sa fiancée japonaise, donc qui est une vraie histoire au départ, puisqu'il s'est vraiment marié. C'était un truc très courant entre guillemets. Certaines familles japonaises mariaient leurs filles à des étrangers en espérant de la rémunération en échange. Et donc Loti, voilà, pour s'amuser, l'a fait aussi. Et puis voilà, après, une fois que la permission est terminée, hop, tout le monde repart et point barre. Donc lui, il en a tiré un livre qui est extrêmement bien écrit, ça faut l'avouer. Mais après, au niveau humain, c'était sûrement pas quelqu'un. Enfin, j'ai pas une personne que je pense que j'aurais apprécié, mais un magnifique écrivain en tout cas. Et donc dans son roman. Mais il en parlait plusieurs fois, parce qu'après il a écrit plusieurs articles pour le Figaro. Il a parlé beaucoup des jardins. Alors pas toujours en bien, parce que c'est vrai que comprendre les jardins japonais n'est pas toujours évident quand on vous les explique pas. Et tous ne sont pas beaux, il ne faut pas le croire. Hein. C'est comme chez nous, hein. Il y a beaucoup de particuliers qui avaient des petits jardins, et tout le monde n'est pas un bon paysagiste ou un bon jardiniste. Donc malheureusement, il y avait aussi beaucoup de jardins qui n'avaient pas beaucoup d'intérêt. Et les Occidentaux, quand ils allaient au Japon, voyait beaucoup de ces jardins plutôt médiocres, on va dire, au niveau de l'esthétisme. Et donc, ça apportait parfois une mauvaise image. Et les grands parcs les plus beaux n'étaient pas toujours ouverts au public. Certains l'ont été. En fait, quand Kraft et Loti se rendent au Japon, le pays n'a ouvert ses frontières qu'il y a quelques décennies. Dans les années 1850, avant, seuls les Hollandais étaient autorisés à y voyager, et seulement sous escorte. Personne ne pouvait se déplacer seul dans le Japon, c'était interdit, c'était impossible. Donc à partir des années 1850, le pays s'ouvre de force aux Occidentaux, puisque, à l'image de l'illustration de Madame Chrysanthème, on est arrivé avec des gros bateaux de guerre, et on leur a fait comprendre qu'il serait bien qu'ils s'ouvrent aux autres et qu'ils fassent du commerce avec nous. Donc ils ont compris qu'ils n'avaient pas trop le choix, ils s'y sont mis, mais ils ont été assez malins pour bien s'y mettre, et surtout ne pas faire comme la pauvre Chine, qui s'est retrouvée à moitié annexée avec des Occidentaux qui venaient les dépouiller sans demander rien en échange. Eh bien, le Japon a su, lui, contrôler son pays et surtout contrôler les Occidentaux pour toujours avoir la main sur son économie, et sur donc ne prendre entre guillemets que le côté bénéfique qu'on pouvait lui apporter, c'est-à-dire moderniser son pays qui était, à l'époque où les Occidentaux arrivent au milieu du 19e siècle, on est quasiment encore au Moyen-Âge, quoi. Donc là, d'un coup, le pays se modernise en quelques décennies. C'est l'ère Meiji qui commence en 1868. Et donc, les premiers arrivés sont les ambassadeurs, suivis par les hommes d'affaires, suivis par les touristes. Et donc, c'est ce qui lance la mode du japonisme dans le monde entier. Et des gens comme Kraft ou comme Pierre Loti découvrent ce pays à ce moment-là et en font la promotion, chacun à leur manière. Et j'avance un peu quand même. Et donc voilà une autre photo de Kraft, quand il a fait son grand tour du Japon, donc en prenant des touristes japonais qui eux aussi faisaient la balade. Mais donc c'est le Nakasento, c'est la route qui relie Tokyo à Kyoto par les montagnes. Donc c'est pas le Tokaido qu'on connaît plus et qui longe la côte du Pacifique. Celle-là passe par le centre du pays. Donc lui il a fait cette balade, et donc une autre image tirée de Pierre Loti, où on voit une illustration d'un possible jardin japonais. Alors, pour le coup, c'est un peu de la triche, puisque quand M. Guméry fait ce dessin en 1926, il a des décennies d'images de jardins japonais à travers les expositions universelles, les livres, etc. Donc pour lui, c'est très facile de faire un jardin très crédible, ce qui était beaucoup moins le cas lors de l'édition originale de Pierre Loti, dont je vais vous montrer. Voilà. Ça, c'est un dessin donc, tiré de l'édition originale de 1888. Donc on voit ce japonais en train d'arroser ses bonsaïs. Donc ça, voilà, là on est dans la description typique, très vague. Il y a des petits arbres dans des pots, il y a des bassins, il y a des enrochements. Voilà. Si vous n'avez pas d'image comme celle qu'on peut avoir à gauche, c'est très difficile. Et pareil, avec l'image de gauche, bon courage pour arriver à faire un vrai jardin japonais. On voit des pots, on voit qu'il y a une pergola avec une glycine qui monte dessus. Voilà, quoi, compliqué. Mais certains vont s'essayer, parfois sans même mettre un seul pied au Japon, ce qui n'est pas le cas de Kraft. Pierre Loti, lui, ne va pas faire de jardin japonisant. Lui, il va faire encore mieux. Lui, il va se créer sa pagode. Donc c'est sur la photo de droite. Il va acheter sur place beaucoup de décors.
et se créer voilà, un décor éclectique chez lui, puisqu'il avait des scènes thématiques, il avait un salon turc, etc. Et donc voilà, ça c'est le japonisme tel qu'il était à cette époque, dans les années 1880. Donc on voit des fêtes improvisées où il suffisait d'avoir un kimono et un éventail pour appeler ça une fête japonaise. Et donc ça, il faut s'imaginer ce genre d'événement, il y en avait des centaines à travers tous les pays occidentaux, chaque semaine, chez des privés. Là, c'était au Palais Royal, donc ça peut être aussi dans des lieux publics, entre guillemets, pardon. Et donc c'était voilà, le côté japonaiserie. On arrivait à des sommets du mauvais goût dans tous les sens, mais comme tout le monde en était fan, ça partait un peu dans tous les sens. Et donc malheureusement, les jardins ont aussi un peu été touchés, mais en même temps, ça a permis de les faire connaître, ces jardins japonais. C'était une première approche, et sans les jardins japonisants, peut-être qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas autant de jolis jardins japonais dans le monde, parce que beaucoup sont bâtis sur d'anciens jardins japonisants, et donc s'il n'y avait pas eu les premiers, peut-être qu'il n'y aurait pas eu le second. Donc ce sont les expos universels qui nous les ont emmenés, directement, entre guillemets, qui ont en tout cas emmené une image des jardins japonais directement sous les yeux de tous les Occidentaux. Donc le tout premier a été inauguré en 1873 à l'exposition universelle qui s'est déroulée à Vienne. Et donc là, sur l'image, on voit en fait c'est l'impératrice Sissi et son mari qui visitent le jardin japonais, qui avait été très apprécié à l'époque, qui avait énormément marqué les esprits, d'autant que quelques années après, la branche Rothschild autrichienne s'est fait bâtir sur le Prato, donc une colline qui domine Vienne, son propre jardin japonisant. Donc j'ai pas de photo malheureusement, mais c'est un des tout premiers d'Europe, avec celui de Kraft qu'on va voir juste après. Donc ça, c'est le tout premier. Aux États-Unis, au même moment, il y en avait, 3 ans plus tard, c'était en 1876, qu'un premier jardin japonisant, moins complexe que celui-ci, a été bâti autour d'une ferme. Donc quand on regarde les photos, en fait, c'est vraiment juste un terrain avec 3 arbres et beaucoup de pots à bonsaï, parce qu'à l'époque, c'est surtout ça qui marche. Les gens sont absolument férus de bonsaï et en veulent tous. Et donc toutes les collections qui étaient importées à grands frais du Japon, souvent étaient rachetées, parce que en fait, les Japonais n'avaient aucun intérêt à les ramener. Il n'y avait quasiment aucune chance qu'ils survivent au voyage retour, puisque déjà au voyage aller, il y avait quasiment un tiers ou presque la moitié des bonsaïs qui mouraient à cause de l'eau de mer et du mauvais traitement pendant le voyage. Donc c'était vraiment très compliqué. Donc à part des pièces exceptionnelles, le reste, ils le revendaient et ça marchait très bien. Donc tous ces bonsaïs et puis les objets aussi, beaucoup d'objets étaient rachetés et ça formait les premières collections japonisantes dans tout l'Occident. Donc à Paris, il y a eu en 1867 une première tentative. Pareil, beaucoup de bonsaïs. C'est la même chose en 1878. Donc c'est ce petit jardin, entre guillemets, on voit, c'est juste des petits massifs avec un peu de gazon et des petites plantes parsemées. Donc très très succinct. Il y avait une fontaine qui n'est pas représentée sur cette gravure. Donc pareil, très simple. Des bonsaïs à nouveau. C'est eux qui font fureur, pas trop le jardin. À ce moment-là, on ne le remarque pas trop. Celui qui fera sensation, c'est celui de 1889, donc à Paris, bien sûr, qui, lui, va vraiment marquer les esprits, en même temps que les bonsaïs aussi, à nouveau. Toute la collection de bonsaïs est achetée. Et là, nouveauté, un des jardiniers qui travaille à l'expo de 1889, un des jardiniers japonais qui s'appelle Wasuke Hata, est débauché et va rester en France. Il va y vivre jusqu'à la fin de sa vie, où il meurt à Boulogne-Billancourt en 1938 ou 28. Je ne me souviens plus, je ne veux pas dire de bêtises, mais il finit sa vie en France. Et en fait, il va travailler pour beaucoup de personnes de la jet set, entre guillemets. Donc Montesquieu, comtesse de Greffule, Monsieur Kraft, qu'on va voir, Monsieur Kraft, en fait, chez lui, avait invité Proust et des amis et les amis de Proust. Donc c'était vraiment toute une communauté comme ça qui se croisait et qui donc soit construisait un vrai jardin japonisant, soit avait des scénettes japonaises. Donc la comtesse de Greffule avait un vrai jardin japonisant à l'extérieur. Le comte de Montesquieu, lui, c'était juste, il avait une serre avec une collection de bonsaïs. Et donc c'est toujours Monsieur Hata qui s'occupait de tout ça. Et donc Wasuke Hata a fini chez les Rothschild, à Boulogne-Billancourt, où on verra, je vous montrerai des photos de ce qui reste du jardin. Donc il a travaillé pour eux jusqu'à sa mort. Et c'est lui probablement qui a aussi travaillé sur le jardin japonisant qui existait au château de Ferrières, qui était une autre propriété Rothschild. Et donc Wasuke Hata, il y a une photo de lui dans les serres d'Albert Kahn, donc on sait que les deux habitaient à 500 mètres. Donc on sait que Wasuke Hata est venu aussi chez Albert Kahn, qui lui-même avait des jardiniers japonais pendant quelques années.
Donc voilà, tout le milieu japonisant était très proche et beaucoup d'entre eux se connaissaient à travers des associations diverses, pas que horticoles. Donc voilà d'autres exemples donc, de ces expos universelles avec des parties horticoles japonaises. Donc Saint-Louis, en 1904, on va en reparler parce qu'elle a permis d'en construire 2 autres. Liège, je les ai mis au hasard, il y en a évidemment, il y en a beaucoup plus. Celle de Dresde en Allemagne, et puis la très grande qui a eu lieu en 1910 à Londres, qui a lancé une vraie mode à partir des années 1910, où ce qu'on appelle l'époque édouardienne. C'est le roi Édouard qui est au pouvoir pendant très peu de temps, ça a duré 10 ans, mais c'est vraiment l'explosion en Angleterre. Nous, ce qui s'est passé en France, il y a quelques dizaines de jardins, ça c'est une certitude, peut-être quelques centaines. Malheureusement, les documents manquent et comme tous ont été en grande partie détruits, remplacés par des jardins en fonction des modes qui changent. Donc très peu de souvenirs, à part des gens peut-être chez eux, des photos chez des particuliers, et donc que je ne peux pas trouver sur Internet. Alors qu'en Angleterre, il y a énormément d'archives. Et depuis très longtemps, ils ont des sociétés, des jardins japonais en Angleterre et aux États-Unis où ils ont rassemblé des sommes importantes de documentation. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile chez les anglo-saxons de trouver tous ces jardins. Mais il y en avait sûrement énormément aussi chez nous. Mais bon, on sait que les Anglais sont des amoureux absolus des jardins. Et donc, c'est par centaines que ça se compte, puisque, je me souviens, j'ai oublié le nom du monsieur, mais il y a un paysagiste japonais qui était resté au Japon et on lui attribue au moins 200 ou 300 jardins. Voilà. Donc bref, les proportions ne sont pas les mêmes. Alors, pour créer chez soi, on avait donc ces expos universelles et des photos, comme je vous disais, donc des photos qui étaient soit dans des livres, soit qu'on achetait sous forme de carte postale, comme celle que j'ai achetée sur Internet. Donc en haut, c'est un jardin qui était assez connu, le Otanoniwa, donc photographié par Ogawa, qui est un grand photographe japonais qui a vraiment fait une énorme pub pour le Japon à cette époque, puisqu'il vendait des milliers de cartes postales comme ça aux touristes. Et donc ce jardin est en fait, qui n'existe plus, était une partie de l'ancien château de Edo, donc Tokyo. Et donc ce château a disparu depuis très longtemps. Et donc ce genre d'image permettait d'essayer de reproduire chez soi un jardin japonais à la manière européenne. Mais ce qui est important, c'est que surtout dans le Otanoniwa, il y a une accumulation. Vous voyez, sur la même image, on voit 3 lanternes, 2 ponts, une pergola. Et donc en fait, souvent, ce qui s'est passé, c'est que les Occidentaux ont fait ce qu'ils faisaient chez eux avec les collections d'objets japonais. Ils ont fait des collections. Et donc, c'était à qui aurait le plus de lanternes, à qui aurait le plus de bonsaï. Et voilà. Et donc souvent, c'est ce qui a sûrement péché à la fin, c'est que souvent, ça finissait par être brouillon, touffu. Les gens qui les visitaient à l'époque parlent souvent de la masse d'arbres et de végétaux et de décors. Donc, s'il y a de la place, ça va, mais malheureusement, c'était souvent sur des petites surfaces. Et c'est pour ça que beaucoup ont disparu. Mais ceux qui étaient sur les grandes surfaces ont souvent été protégés parce que ça passait mieux, entre guillemets, quoi. Au niveau de la documentation écrite, il y a ces 2 livres qui ont joué un rôle. Donc, celui de M. Morse en 1886. Donc, il s'intéressait aux maisons principalement, mais donc il y avait quelques images des jardins qui les entouraient. Et donc ça permettait d'avoir quelques descriptions sommaires, mais évidemment le grand livre, c'est le Landscape Gardening de Josiah Conder, qui est architecte et qui va travailler au Japon jusqu'à la fin de sa vie, et qui va en fait, avec l'aide d'auteurs japonais, va utiliser de nombreux livres qui traitaient du paysage et des jardins japonais, donc des livres japonais. Il va réemployer beaucoup d'images comme celle-ci, mais en plus, il y a un second tome qui ne sera fait que de photos, et notamment la photo d'Ogawa, je reviens en arrière, le Otanoniwa, cette photo qui est en carte postale, est aussi dans le livre de Josiah Conder, entre autres. Donc il y a c'est une somme, c'est la seule somme du 19e siècle sur les jardins japonais, écrit par un occidental, et ça le restera pendant des décennies. Il n'y a aucun équivalent jusque quasiment les années 20 en langue occidentale. C'est vraiment une référence, et dans tous les pays anglo-saxons, les créateurs de jardins japonisants vont s'en servir. Des fois, c'est vraiment évident qu'ils piochent dans ces images pour refaire la même chose chez eux. En France, c'est plus difficile à lire. Peut-être que des gens comme Kraft ou Albert Kahn, dont on va reparler, ont eu ce livre, mais il n'y a pas de preuve. En tout cas, des fois, c'est vrai que les illustrations, c'est impressionnant la ressemblance. Donc le premier traité en français, lui, ne date que de 1937. Donc on le voit, c'est 4 ans après, les jardins japonisants, c'est fini.
Donc c'est vraiment tout à la fin. Mais ça a au moins le mérite d'être le premier traité complet sur les jardins japonais en langue française. Et il avait été édité lors de l'Expo universelle de 1937 à Paris, qui a un deuxième intérêt, puisque ça a été aussi l'ouverture du jardin Cannes au public, donc on va en reparler, donc, qui avait été ruiné. Son jardin avait été récupéré par le département de la Seine et ouvert au public à ce moment-là, donc le hasard fait bien les choses, entre guillemets. En tout cas, le jardin a été sauvé grâce à ça, puisque sinon, il aurait été loti et le jardin Albert Kahn aurait totalement disparu. Donc heureusement que le département de la Seine l'avait sauvé à l'époque. Alors, nos jardins japonisants. Donc je vais passer automatiquement, donc Giverny, je pense que vous l'avez peut-être tous visité, donc hop, on passe au suivant. Hop là, voilà. Il est très beau, et je l'adore, mais malheureusement, je n'avais pas d'image d'époque. Donc on va aller voir plutôt ceux que pour l'instant vous n'avez pas vus en vrai, ça c'est sûr, enfin pour certains en tout cas. Donc on va revenir sur celui de Monsieur Kraft. Donc c'est lui qui, le premier en France, se décide à faire un jardin japonisant, donc chez lui. Il a cette idée quand il est au Japon, et donc il va acheter directement sur place, comme certains vont le faire, comme Albert Kahn le fera 10 ans après. Donc il achète tout sur place. La maison japonaise qu'il se fait reconstruire, donc c'est une maison de thé, c'est un pavillon de thé, et puis des plantes, des poteries, des lanternes. Donc lui en fait, il commande tout ça et ça part alors que lui continue son voyage. Et en fait, il a même offert une maison à une de ses amies. Donc il a fait livrer 2 maisons japonaises dans les années 1880, sauf que son amie, elle n'avait pas reconstruit de jardin japonais autour. Elle avait installé le pavillon japonais au milieu d'une roseraie, et c'était dans le sud de la France. Et donc ce qui fait que c'est bien lui, quand il est rentré du Japon, et qu'il entame les travaux aux environs de 1884-1885. On sait qu'il l'inaugure en 1886. C'est lui qui crée le premier jardin japonisant, peut-être d'Occident, de France et d'Europe, c'est quasiment sûr. Avec celui des Rothschild, voilà, la bataille un peu entre les deux. Et il y a une américaine, Madame Gardner, qui a bâti un jardin japonisant dans les années 1880, mais je n'ai pas trouvé de date précise. Donc ça chamaille entre les trois pour les premiers à avoir eu l'idée et avoir osé. On voit Monsieur Kraft là, c'est lui qui est à côté du pouce-pouce, donc qui pose quand il est encore au Japon. Et en bas, c'est une des photos d'un des jardins qu'il a visité lors de son voyage. Et donc voilà le Midori. Donc le Midori no Sato, c'est le nom du jardin qu'il crée, c'est la colline verte, la colline verdoyante, c'est une traduction approximative de ma part évidemment. Et donc ça se trouve au Loge en Josas, c'est à côté de Versailles, donc un domaine qu'il achète. Et il a fait travailler Édouard André pour créer un jardin anglais, enfin un jardin mixte, donc régulier à côté de sa maison et paysager sur tout le reste de la propriété qui est très grande, hein, qui fait des dizaines d'hectares. Ça se voit sur l'image, hein, enfin vous pouvez imaginer. Par contre, c'est Kraft avec son jardinier qui improvise dans le jardin d'Édouard André un jardin japonisant, donc en collant les éléments sur un jardin préexistant. Donc on voit, le pavillon est là, tout en haut de la colline, et en fait, il faut s'imaginer, il y a tout un circuit d'eau et de cascades qui avait été créé par Édouard André, qui aboutit à un grand lac. Donc on voit un des ponts construits, on voit les pas japonais ici. Donc voilà, donc alors l'avantage c'est que jardin anglais et jardin japonais s'accordent parfaitement. C'est pas, enfin c'est assez simple, c'est facile à dire, mais c'est plus facile de faire un jardin japonais dans un jardin anglais que dans un jardin français évidemment. Donc le voilà de plus près. Donc la partie, en fait, cette partie-là, c'est celle qui a été retravaillée par Wasuke Hata. Donc le jardinier venu du Japon et qui était à l'expo de 1889. Donc après, en fait, c'est par Montesquieu que Kraft le rencontre et il l'embauche pour réaménager un jardin japonisant autour de son pavillon japonais. Et donc c'est Wasuke Hata qui fait ses plantations. Donc plantations japonisantes. Donc il y a des végétaux taillés en boule. Difficile à savoir si ce sont des végétaux japonais ou des buis. Ça, après tout, bon, l'important c'est plus le côté esthétique, mais par contre très important, parce que ça c'est un truc qu'on retrouve quasiment dans tous les jardins japonisants européens, c'est le cèdre bleu de la classe pleureur. Jamais vous ne verrez ça dans un jardin japonais, ni il y a 100 ans ni aujourd'hui. La forme ne va absolument pas avec ce genre de jardin, mais tous les conifères qui étaient bleutés, dorés, pleureurs, fastigiés, les végétaux à feuillage pourpre, doré, tous les trucs les plus biscornus qu'on peut imaginer et qui aujourd'hui commencent à disparaître de nos jardins, étaient extrêmement à la mode il y a 100 ans. C'était l'époque de l'horticulture reine, et donc tous les cultivars, tous les bidouillages qu'on pouvait inventer étaient bons à vendre et faisaient fureur. Et donc
la mode des conifères, tous plus tortueux que les uns que les autres. C'était extrêmement populaire. Et ils ont toujours été plantés en excès dans les jardins japonisants. Pour le coup, ce ne serait pas vraiment une hérésie, puisque dans les jardins japonais, il y a souvent des végétaux persistants, beaucoup de conifères, sauf qu'ils sont taillés d'une certaine manière ou ils sont plantés en bosquet sur des surfaces suffisantes. Et les Occidentaux, eux, voulaient tout sur des petites surfaces. Et donc avoir un cèdre bleu pleureur, qui était un arbre qui peut devenir extrêmement grand. Pour ceux qui connaissent celui de la vallée Oulu, qui fait, je ne sais plus, presque 800 mètres carrés. Donc voilà, imaginez, s'il avait grandi, il envahissait tout le pavillon. Enfin, dans tous les cas, le plus simple, c'était d'arracher les arbres et de les remplacer ou de mettre autre chose à la place. C'est souvent ce qui arrivait, faute de place. Et c'est souvent ce qui a posé problème, puisque en grandissant, ces végétaux, si les propriétaires n'étaient plus là pour les entretenir, se sont développés de manière trop grande et ont tout envahi, ont déformé la structure qui existait au départ. C'est ce qui s'est passé à Albercane, entre autres. Et donc le jardin perdait le côté paysager jardinistique qui avait été créé au début, on ne le voyait plus trop, quoi. C'était difficile de lire qu'il y avait un jardin japonais au départ, quoi. Mais donc, si la végétation n'y était pas, eh bien, le pavillon y était, les lanternes aussi. On en voit une qui est représentée sur la peinture, donc une des lanternes, on la verra en photo tout à l'heure. Donc voilà, donc M. Kraft, c'est le premier. Il est suivi, donc quelques années après, par un autre jardin en France qui est célèbre, c'est celui d'Albercane. Donc Albercane va se rendre 3 fois au Japon. Ça, c'est la photo qui a été prise en 1909 lors de son 3e voyage. Donc photo prise contre son gré, on le sait puisque c'est son hôte qui racontait. Donc en fait, M. Canella, on le voit, c'est le seul qui ne regarde pas, il détestait être pris en photo. Donc c'était un banquier qui vivait à Paris et qui a donc une immense propriété à Boulogne-Billancourt et qui c'était un jardin de Seine. Donc très à la mode à l'époque, c'est l'éclectisme horticole. Donc il avait un jardin français, jardin anglais, jardin japonais, des forêts. Voilà, donc on mélangeait plusieurs styles de plusieurs époques ensemble sur un seul site. Et donc quand il visite le Japon, à ce moment-là, il est en train de réaménager son jardin japonais, de l'agrandir. Donc voilà, donc il est là, il ne veut pas se faire prendre en photo et on voit en fait que le japonais a attrapé sa main et le tire de force parce qu'il était caché derrière le gros monsieur, là. Et donc voilà, donc cette photo est très rigolote, même si évidemment les journalistes de l'illustration ne le savaient pas à l'époque. Mais l'anecdote est rigolote. Et donc, les premières photos du jardin Cannes que l'on a retrouvées pour l'instant datent de 1903. Donc le jardin est tout récent, puisqu'il a été créé en 1898. Donc là, la chronologie est très facile. Albert Kahn visite le Japon en 1896 pour le compte de la banque Gucho, à l'époque pour laquelle il travaille, avant d'ouvrir lui-même sa propre banque en 1898. Donc il voyage au Japon pour les affaires. Il tombe amoureux du pays, comme Kraft. Et il décide dès l'année suivante de faire un tour du monde en touriste pour retourner au Japon, pour s'acheter tout ce qu'il faut pour faire son jardin japonais. Et donc, il va sur place, il achète plusieurs maisons, enfin des pavillons, on en voit un ici. Il prend avec lui 2 ouvriers, un charpentier maçon et un jardinier. Et il achète des plantes, et il achète des pots, des lanternes, bien sûr, hein, tout ce qu'il faut. Et tout le suivra dans un bateau, après, évidemment. Et donc, la photo de droite, c'est un buis, donc c'est l'article qui explique. C'est un buis qui faisait 2,50 m. Donc quand on sait la vitesse à laquelle poussent les buis, donc taillés en nuages, entre guillemets. Donc Albert Kahn a fait traverser jusqu'en France et malheureusement il n'a pas survécu au voyage. Quelques années après il meurt. Il a juste eu le temps d'être pris en photo. En fait au moment où la Société d'acclimatation de France visite le jardin, le buis est déjà mort. Donc c'est une photo qui datait d'une visite encore avant. Donc voilà, il n'a pas survécu 4 ans, quoi. Donc il s'aménage un village, c'est le surnom qu'on donne à cette parcelle à Albert Kahn, puisqu'il y a beaucoup de constructions. Donc 2 maisons, donc on va les voir, voilà. Donc ça c'est des photos dans les années 40-50, donc c'est facile, en fait c'est avant 53, c'est pas dur, puisque la pagode qui est sur l'image de droite brûle dans les années 50, donc c'est facile à dater, donc c'est vraiment tout début des années 50 ou fin des années 40. Et donc on voit une autre des maisons, puisque celle qui était là c'était la première, donc seconde maison. La pagode n'est pas venue du Japon, ce sont les ouvriers d'Albert Kahn qui l'ont construite, donc c'est factice. Mais voilà, Albert Kahn va être un des recordman de construction japonisante. Donc il a presque une vingtaine de lanternes. Donc cette pagode, 3 maisons, parce qu'il y a un petit pavillon qui est en face des 2 maisons principales. Celle qu'on voit en bas, donc ça c'est une salle de bain. Donc tous ces bâtiments existent encore, sauf la grande pagode. Les 2 maisons et la salle de bain ont été restaurées en 2015-2016.
Et le petit lion, lui, a été déplacé. Il n'est plus à cette place-là, mais il est toujours dans le jardin. Et dans une seconde partie, qui est un mélange entre un jardin japonais et un jardin alpin, donc là aussi c'est un peu compliqué. Donc c'est ce qu'on a surnommé à l'époque des jardins alpino-japonais. Je montrerai quelques photos. Donc on a ce mélange donc avec des ponts japonais typiques, donc un pont rouge et un autre pont qui était marron, jaune, ça dépend des années, il a été peint plusieurs fois. Un grand temple, une façade de temple en fait, qui a représenté le Kyomizu-dera, donc c'est un site très célèbre au Japon, qui a une grande terrasse panoramique sur la ville. Certaines des lanternes, qui aujourd'hui ont disparu. Les ponts sont restés, le temple a été démonté, n'existe plus. Et il y avait une deuxième façade de temple, et plus encore d'autres éléments qu'on va voir après. Donc c'était un des plus complets qui existait à cette époque. Donc construit en 2 fois en fait. Donc oui, j'ai parlé des voyages. Donc le premier 1896, 1897, il achète pour faire le village, et 1908-1909, il repart au Japon pour son 3e voyage. Et c'est à ce moment-là qu'on construit toute cette zone. Et donc là, tout est fait avec ce qu'il avait déjà acheté du premier voyage, et sinon c'est bricolé avec des artisans français. Albert Kahn va construire un autre jardin. Il va en faire don en fait à une école qui se trouvait à Sèvres. Donc dans les années 20, c'est un jardin qui date de 1926 si je ne me trompe pas. Donc là, on voit qu'on a un mélange avec les jardins modernes qui sont arrivés, donc les jardins réguliers qui ont été remis à la mode. Donc on a des dallages tout à fait modernes qui s'immiscent dans le pas japonais. Donc on a un drôle de mélange comme ça, qui pareil, c'est très rare au Japon. Donc voilà pour Albert Kahn. Alors voilà un autre monsieur. Donc ça voilà, vous avez un bon exemple, là c'est écrit en dessous. Jardin de style japonais et alpestre combiné. Donc voilà, ça c'est un jardin alpino-japonais. Très complexe, donc ici aucun japonais n'est intervenu. C'est un monsieur qui s'appelle L'aumônier, alors, qui a fait l'école de Versailles, qui enseignait la floriculture à Versailles, et donc qui travaillait pour une grande pépinière spécialisée dans les plantes vivaces qui s'appelait Ferrare. Donc c'est pour ça que souvent il était appelé l'aumônier Ferrare, mais son vrai nom c'était l'aumônier tout court. Et donc cette pépinière, en même temps qu'il travaillait pour eux, il faisait aussi des créations paysagères. Et donc il a créé chez monsieur Georges Meunier ce jardin. Donc en fait les enrochements qui sont sur la droite sont des rocaillages modernes pour l'époque, donc typiques de tout ce qu'on voyait dans les parcs de la fin du 19e, début du 20e, donc avec du ciment, des roches collées les unes avec les autres, et donc ce petit pavillon bricolé par des ouvriers français. Et puis après, tout était un peu improvisé comme ça. Et donc Gaston Meunier, c'est une grande famille de chocolatiers qui aujourd'hui n'existe plus, mais ce sont les inventeurs de la plaque de chocolat, pour l'anecdote. Donc, mais en tout cas, c'était une famille extrêmement riche. Et donc, Monsieur Meunier, ça, c'était même pas sa résidence principale, c'était un pavillon de chasse dans lequel il venait seulement à certains moments, qui se trouvait donc à La Morlaix, et juste en dessous de Chantilly. Il y aura des photos modernes tout à l'heure. Donc, autre jardin très célèbre, celui de Molévrier, donc qui lui est un des mieux préservés, même s'il a été abandonné pendant quelques temps. La structure, la manière dont il a été bâti a fait que quand des Japonais sont venus avec l'association pour le restaurer, ça a été assez facile à reprendre, entre guillemets. Les arbres, ils ont pu les retailler, et les éléments construits n'avaient pas bougé. Donc le parc est toujours aussi magnifique, et quand même bien dans son jus, entre guillemets. Donc c'est un très très beau parc. Quand Alexandre Marcel le crée, il n'est jamais allé au Japon. Il n'a jamais vu en vrai de jardin japonais, à part ceux des expositions universelles, puisque lui-même a travaillé pour l'expo universelle de 1900. C'est lui qui a bâti le tour du monde architectural, en bâtissant plein d'imitations de bâtiments du monde entier. Et donc c'est lui qui a fait cette pagode qui était exposée à Paris en 1900 et que le roi des Belges a racheté pour installer dans son parc de Laeken, à côté du pavillon chinois qui lui aussi a été racheté de l'expo. Tous les deux viennent de l'expo de 1900 à Paris. Et donc aujourd'hui, Molévrier donc se visite et n'a quasiment pas bougé. Quand on voit ce qu'on surnomme le bâtiment en bas, c'est censé être, ça s'appelle la pagode, donc une pagode anglo-normande. Donc on voit, c'est exactement celle qui est sur la photo, et autour, les arbres ont vieilli, donc ont été repris par des Japonais qui les ont taillés, et ça a évité de les abattre pour les replanter. Donc ça fait qu'il y a des très beaux arbres centenaires qui ont été retaillés à la japonaise. Et donc on voit voilà, certains des éléments, le pont rouge, le torii, et une pagode de jardin. Donc ça, des éléments très courants dans les jardins japonais, mais réemployés ici voilà, par Alexandre Marcel, qui improvise totalement une petite île avec ce petit torii, et donc très sympa. Et on en verra d'autres exemples, puisque
tout ce qu'on voit, que ce soit les lanternes, comme on en voit en bas à droite, ou les petites pagodes en pierre, ou le torii. Donc ce sont des éléments qui vont revenir de manière systématique, même si dans beaucoup de jardins japonais, il n'y en avait pas, enfin surtout les torii, c'était pas... Le torii, c'est l'entrée d'un sanctuaire sacré du shintoïsme. Donc on n'en met pas n'importe où pour n'importe quoi. Et normalement, ça mène quelque part. Donc ce torii posé, et que si vous passez dessous, vous allez dans l'eau, ça n'a, entre guillemets, ça n'a pas de sens. Il faut que ça mène quelque part. Donc soit le pont est au mauvais endroit, soit c'est le torii qui est au mauvais endroit, mais il faut passer dessous pour rentrer dans le sanctuaire. Là, vous allez dans l'eau. Bon, c'est loupé. Mais ça peut aussi, c'est vrai qu'il existe sur l'île de Miyajima, il y a un torii qui est en plein dans l'eau, donc peut-être qu'il a voulu s'en inspirer. Mais bon, en tout cas, c'était une chose qu'on retrouvait souvent dans les jardins occidentaux, dans les jardins japonais occidentaux. Donc voilà un jardin en Angleterre, on change de pays pour voir un peu les autres. Donc ça, c'est Compton Acre. Attendez, j'ai la bio du monsieur. Ce propriétaire, c'était Thomas William Simpson. Donc lui, pareil, il a improvisé, sans japonais. Il a créé donc ce jardin donc en achetant, un peu comme Albert Kahn, beaucoup de pavillons sur très peu de mètres carrés, beaucoup de lanternes. Donc on retrouve ici, on voit une pagode, la même que Alexandre Marcel, vous voyez, les pagodes de pierre qui décorent, donc lanterne ici, les grues. Donc les grues en bronze se trouvaient souvent dans des jardins japonais, ça arrivait. Donc ça marchait beaucoup en Occident. Donc c'est un motif qui revient aussi souvent. Et donc sur la photo couleur, on voit très bien les pavillons de thé qu'il s'est aménagé. Il y a aussi une imitation de sanctuaire Shinto, donc c'est pas sur les photos, mais il a aussi un torii. Donc lui, il avait fait la complète, un peu comme Albert Kahn, tout dans une toute petite surface, mais bien compacte. Et donc très fouillis, évidemment, quand ça pousse. Le jardin existe toujours, il a été sauvegardé. Donc heureusement, celui-là est toujours visible. C'est pas le cas des suivants. Harrogate, c'était un jardin public, mais avec une scène japonisante. Donc souvent, on voit que c'est vraiment très, très exagéré. Hein. C'est parce qu'il y a une lanterne, et puis vous mettez 2-3 azalées, et voilà, vous êtes au Japon. Souvent, les gens s'en contentaient. Les gens qui jamais ne verraient le Japon parce qu'ils sont ouvriers, ils n'ont pas d'argent, pour eux, c'était déjà pas mal. Et à côté, par contre, le Gunnersbury Park, c'était une propriété de la branche Rothschild d'Angleterre. Quasiment dans chaque pays, les Rothschild ont eu un jardin japonais. C'est pas dur. Ils avaient la branche américaine avait Pocantico et puis un autre encore. Enfin, quasiment dans chaque propriété, ils se sont aménagés un jardin japonisant. Ils étaient très férus, souvent très férus d'arts extrêmement orientaux. Et en bas, Skegness, c'est une station balnéaire. Donc, je n'ai pas réussi à savoir si c'était un jardin privatif ou un jardin public sur cette carte postale. C'était pas précisé malheureusement. Passons ensuite en Belgique. Alors là, Mariemont, c'est une famille, la famille, comment il s'appelle, Varrock, le monsieur, je ne veux pas écorcher son nom, désolé. Donc en tout cas, lui, il n'y a pas vraiment de jardin japonais. Par contre, c'était un collectionneur d'art d'Extrême-Orient, et donc il a juste installé des objets qu'il a achetés, Warrock avec un W, donc une famille d'industriels dans le charbonnage belge. Et donc dans son jardin, il a juste installé, donc on le voit à nouveau, un torii, des statues, dont un grand Bouddha, des lanternes, mais par contre, en fait, autour, aucun aménagement paysager japonais, quoi. Contrairement à ces deux jardins allemands. Alors, celui de Leverkusen date de 1912, et donc en fait, il appartenait à la firme Bayer, même s'il était ouvert au public, puisque c'est le président de Bayer de l'époque, qui s'appelait Duisberg, et qui était fan du Japon, qui l'a fait construire. À nouveau, très peu d'éléments, mais ça suffit pour les gens de l'époque. Vous mettez un torii, vous mettez une lanterne, des végétaux qui ne sont même pas japonais, puisque quand on regarde, c'est des massifs de plantes annuelles et bisannuelles, donc ce qui n'existe pas au Japon, pas à cette époque en tout cas. Et donc pareil pour les Leverkusen. Alors les deux sont improvisés, sans ouvrier japonais à nouveau. Et celui de Leverkusen, c'était tout simplement le chef, le responsable du parc, qui, avec l'accord de la ville, a décidé d'aménager un jardin japonisant, donc avec les moyens du bord, et un pavillon qui a été rajouté bien après, en fait, qui a été récupéré d'un autre parc, qui n'était même pas là à l'origine. Plus exotique, entre guillemets, en Pologne. Alors c'est une seule famille, Hochberg. Alors à l'époque, c'était pas la Pologne, on était en Silésie, donc c'était encore l'Allemagne, entre guillemets. Et donc cette riche famille était deux frères qui étaient passionnés d'Extrême-Orient. Et donc chacun dans leur propriété, ils ont aménagé des jardins japonisants. Donc l'un à l'extérieur, dont j'ai pas la photo, et l'autre dans sa serre,
où il a bidouillé, on le voit, un mini-pont voilà, au milieu des bassins et des plantes exotiques. Donc des fois, voilà, ça peut vraiment partir très très loin dans les choses de mauvais goût. Enfin, pour moi en tout cas. Si vous en parlez à un paysagiste, jamais vous fera ça, quoi. Ça c'est sûr. Donc voilà, des choses, mais on se fait plaisir et on improvise. Et par contre, ils ont offert à la ville de Breslau un parc paysager, donc parc public, donc qui existe encore, qui a été offert par cette famille. On continue vers l'est à nouveau. Et donc là, c'est juste pour vous les montrer. Ils n'existent plus. En partie ont été beaucoup transformés. Je vous laisse regarder. Celui donc je ne prononcerai pas parce que je ne veux pas écorcher les noms. Celui qui se trouve en Tchéquie, c'est une station balnéaire. C'est souvent le cas en fait. Les lieux où des gens très fortunés se réunissent, eh bien, on en profite pour faire des jardins japonisants, puisque souvent ils en ont chez eux aussi. Donc en Tchéquie, c'est une station thermale. En Roumanie, là, c'est un jardin botanique. Ça a été improvisé par le directeur de ce jardin. En bas, c'est un jardin botanique aussi, Batumi, qui existe encore. Le jardin japonais, je ne sais pas. Donc, il se trouve en Géorgie. Donc, c'est un botaniste qui a improvisé ça dans ce jardin, en arrivant à se fournir aussi quelques lanternes. Mais en dehors des lanternes, il n'y a absolument rien de japonais. Enfin, si, il y a la végétation japonaise. Voilà, en fait, lui, il a créé un décor pour la collection de végétaux asiatiques. Et il a créé ce décor japonais autour. Donc, c'est rigolo, le principe. Et puis en bas, en Hongrie, c'est aussi une station, c'est le long d'un lac, donc c'est une station balnéaire hongroise, avec un jardin public japonisant. Alors là, on va traverser pour aller voir les fous furieux, les Américains. Et quand on est en Amérique, on ne fait jamais les choses à moitié. Donc, le pays des jardins japonisants, c'est la Californie. Au nombre de jardins par mètre carré, c'est l'endroit où il y en a le plus au monde. Énormément de propriétaires en avaient, quasiment tous ont disparu, bien sûr, mais bon, certains heureusement ont survécu, certains magnifiques, sont encore visitables aujourd'hui. Et parmi les premiers, c'est celui qui est inauguré pour l'exposition universelle de 1894 à San Francisco. Alors il a été intégralement payé par un monsieur qui s'appelle George Marsh, qui est australien. Alors en fait, très jeune, ses parents ont décidé de quitter l'Australie et de venir tenter leur chance en Amérique, en Californie. Sauf qu'ils ont fait une escale au Japon, et le petit Georges est tombé amoureux de ce pays et a demandé à rester. Donc son père s'est organisé, il avait à peine 15 ans, mais voilà, à l'époque la majorité c'était plus facile. Et donc il l'a laissé seul aux soins d'une entreprise d'import-export. Et donc les parents sont partis en Californie et le petit Georges est resté plusieurs années au Japon avant de les rejoindre. Et entre-temps, eh bien, grâce à l'import-export, il avait appris à connaître un peu l'art asiatique. Et donc, quand il est arrivé en 1875 à San Francisco, il a ouvert une boutique d'antiquités et s'est spécialisé dans l'import-export d'antiquités d'Extrême-Orient, pas spécialement japonaises, mais voilà. Et donc, très vite, il a fait fortune. Et donc, c'est lui qui va payer les travaux de ce jardin et il va en partie aussi l'aménager lui-même, participer à sa construction, donc pour l'exposition de San Francisco. Donc, ce jardin qui existe toujours, certains des bâtiments ont été déplacés, d'autres ont été rajoutés. Mais donc c'est un jardin qu'on peut toujours visiter, très joli. Et donc après cela, donc, il a ouvert plusieurs succursales, et dans toutes les villes où il ouvrait des succursales, eh ben, il s'amusait à créer des jardins japonais, soit pour lui, soit pour d'autres. Mais donc il s'est improvisé paysagiste, et il en a fait aussi son commerce, en plus de vendre des œuvres d'art. Et donc c'est le cas à Coronado, donc qui est une station balnéaire californienne, où il a créé le parc qui est en haut à gauche, donc pour l'hôtel Coronado. Donc il a créé un jardin de thé, entre guillemets. Donc, et la photo en bas à droite, c'était une de ses propriétés personnelles, sa résidence d'été, qu'il a bâtie de toutes pièces. Ça n'a pas été importé du Japon, hein, c'est de l'imitation. Et malheureusement, donc, elle a brûlé une première fois en 1899, et donc après, il s'en est beaucoup moins occupé, et puis elle a brûlé une seconde fois en 1925, donc il n'en reste absolument rien. Mais donc voilà, partout où il passait, il faisait du japonais. Et donc, il a ouvert aussi une boutique à Pasadena, une boutique qui a tenu une dizaine d'années, pas plus. Et en fait, quand il a fait faillite, tous les éléments de la boutique ont été rachetés par un milliardaire qui habitait sur place, qui s'appelait Huntington, qui était un des manias des chemins de fer, et donc qui a repris tous les objets et la maison que vous voyez dans le jardin Huntington, donc ce grand pavillon, donc avait fait construire, pareil, de toutes pièces, M. March. Donc c'était sa boutique. Huntington a tout récupéré et s'est créé son jardin japonais, japonisant. Mais lui a fait venir aussi quelques artisans japonais pour l'aider. Et donc il en avait un autre
l'image de droite, qui est la carte postale colorisée, c'est un hôtel. C'est l'hôtel qui appartenait aussi à Huntington. Il possédait la moitié de la ville. J'exagère à peine en disant ça. Et donc son jardin se visite toujours, c'est absolument magnifique. À côté, il y a un jardin de cactés, un jardin chinois. Enfin bon, c'était une propriété vraiment immense. Et c'est toujours un truc impressionnant à voir. Et vraiment magnifique. Autre point des États-Unis, on avait vu tout à l'heure l'expo de Saint-Louis en 1904. Quand elle a été démontée, ça c'est un truc qui arrivait souvent. C'est comme pour les bonsaïs, des gens rachetaient les choses. Et donc l'expo de 1904, quand elle est démontée, certains objets sont récupérés. La porte qui est sur la carte postale en bas, c'est ce qu'on appelle une yomon. C'est des portes de temples bouddhiques. Et dedans, en fait, il y a 2 statues de gardiens qui empêchent le mauvais esprit de passer. Et donc cette porte, qui est une vraie porte du XVIIe siècle, qui avait été importée aux États-Unis pour cette expo universelle de 1904, donc a été rachetée et installée à Fairmount Park à Philadelphie. Malheureusement, elle a brûlé elle aussi, donc elle n'existe plus. Et un autre riche particulier, un docteur, avait improvisé à Como Park un jardin japonisant. Et lui, en fait, ce qu'il avait racheté, c'est tous les végétaux qui étaient exposés lors de l'exposition de Saint-Louis en 1904. Lui, il a racheté les végétaux, la collection de végétaux, et il les a replantés dans ce parc pour créer un jardin japonisant. Il y avait juste 1 ou 2 lanternes, et voilà, fin de l'histoire. Donc, mais offert à la ville. Et ce monsieur, en fait, avait un laboratoire pharmaceutique et s'est exilé après. Il allait chercher le beau temps. Il est parti lui aussi construire son laboratoire. Il a déménagé. Il s'est installé en Californie. Il n'a pas aménagé un jardin japonais là-bas, mais bon, en tout cas, voilà, il a pu quitter la Californie après. Donc voilà, d'autres jardins. On peut en avoir des centaines d'autres. Chaque ville américaine, quasiment, avait son jardin japonais. Alors, pour le coup, ça a été très facile, la fin du jardin japonais en Amérique, des jardins japonisants. C'est la guerre 39-45, 1941. L'Amérique est attaquée par le Japon, c'est Pearl Harbor. Les jardins sont détruits, pour certains. Dès l'année suivante, tous les Japonais sont parqués dans des camps. Et dans le meilleur des cas, ceux qui ont survécu, ils ont été reclassés pendant quelques années en jardin chinois. Ça les a sauvés. Et c'est le cas de celui de San Antonio, qui est en haut à droite, donc qui existe encore et qui était devenu jardin chinois pendant les années de guerre. Donc ça lui a permis de survivre. Et donc un qui a disparu, mais c'est pas trop grave, c'est celui-là. Je voulais juste le montrer parce que son magnifique faux mont Fuji, qui est terrible, et son torii construit avec des bouts de bois. Donc ça, tout est improvisé par l'équipe de la ville. Avec cette magnifique chien de Chine là, et puis vous voyez, c'est très à la mode, ces champignons en béton qu'on mettait un peu partout dans les parcs. Donc il a disparu. Donc il faut s'imaginer, aux États-Unis, c'était vraiment ça a pris des proportions énormes. Donc ça, c'est une entreprise de paysage de Californie qui a carrément sorti donc un livre sur les projets qu'elle a réussi pour chercher d'autres clients. Et dedans, il y a quasiment une dizaine de jardins japonais qu'ils ont improvisés comme ça, sans ouvriers japonais, même si, il est tout à fait possible qu'il y en ait eu, j'exagère, je ne sais pas. Parce que la plus grande communauté japonaise hors du Japon se trouvait en Californie à l'époque. Et donc il y avait énormément de Japonais qui travaillaient dans l'agriculture et qui s'improvisaient souvent horticulteurs aussi pour se faire de l'argent. Et je vous montre aussi cette scène japonisante créée par Samuel Parson, qui a été un des grands paysagistes américains, donc chez un particulier, donc je ne sais pas s'il existe encore. Donc, les jardins japonais sont partout. Donc là, c'est ceux qu'on trouve dans les commerces. En haut à gauche, c'est un parc d'attractions le long des lacs du nord de l'Amérique. En bas, c'est dans un hôtel. French Link, c'est le nom du bled, en fait, c'est une station thermale. Donc il y a beaucoup d'hôtels, mais dans cet hôtel-là, ils ont aménagé donc, un jardin japonisant. Donc on le voit avec des pas japonais tout bien carrés, tout bien autour d'un petit pont, avec la lanterne. Enfin voilà, tout y est, c'est très très kitsch. Et jamais vous ne verrez ça au Japon. Des restaurants aussi, très courants, comme au Japon pour le coup, ça les touristes pouvaient le voir en vrai. Il y avait beaucoup de ce qu'on pourrait appeler des bars à thé aujourd'hui, mais c'était des maisons de thé, donc tous les Occidentaux qui allaient au Japon voyaient ce genre d'installation où il y avait toujours des jardins de thé qui étaient visibles. Donc il y en a un en Californie et l'autre au Canada. Ça, c'est dans la région de Vancouver. Donc le climat, par contre, c'est parfait pour les plantes japonaises. Il leur manquait juste un paysagiste japonais pour que ce soit super. Mais donc, ce sont en fait des maisons de thé. C'est un restaurant qui fait aussi maison de thé en même temps. Alors, les alpinos japonais, je vous en ai parlé vite fait. Donc, au 19e siècle, en même temps que le Japon vient à la mode, l'alpinisme aussi. Et donc, comme il y a des montagnes au Japon, il y a des montagnes en Europe, les jardins japonais représentent souvent des montagnes et parfois aussi des paysages de mer. Hein. Donc il y a des thématiques qui reviennent comme ça assez souvent. Donc ce mélange roche, symbolisme des montagnes, fait qu'il va y avoir un rapprochement qui va se faire naturellement. Donc je vous ai parlé d'Albert Kahn, qui l'avait fait de lui-même. C'est un des premiers probablement à l'avoir fait.
donc en 1908-1909, en créant son jardin alpino-japonais. Donc il ne l'a jamais appelé comme ça, mais le terme existe déjà dans les années 20. Donc même si lui ne l'appelait pas comme ça peut rentrer dans cette catégorie qui avait été, entre guillemets, inventée, même si elle a existé à peine une dizaine d'années. Mais donc c'est un précurseur. Donc on voit, il y a des éléments japonais avec la porte japonaise, et en même temps, sur la photo couleur, ça, ce sont que des plantes alpines en fait. Donc vous avez des plantes alpines avec des éléments japonais qui les entourent. Oui, j'ai oublié de mettre la légende. C'est l'illustration 1932, un numéro spécial sur les jardins. Et donc il y a un article sur les jardins alpins et les jardins japonais. Ils en ont fait un seul article. Donc on voit que même dans le milieu du paysage, on a tendance à les rapprocher les uns des autres. Donc revoilà le bois Larry qu'on a vu tout à l'heure. C'est la propriété de monsieur Georges Meunier, le chocolatier. Donc on avait vu tout à l'heure la maison. La petite maison avec une roche alpestre à côté. Donc ça, c'est la partie qui était en face et qui continuait c'était toute la longueur. Et donc pareil, on voit toute la partie sans grands arbres n'est plantée que de végétation saxatile, de plantes de montagne, avec le pont japonais. Et au fond, on voit une lanterne japonaise. Donc on voit très bien ce mix qui, dans le fond, peut ne pas sembler choquant. Au Japon, ça n'existe pas, mais pourquoi pas. Après, le problème, c'est vraiment arriver à faire cohabiter les deux. C'est très compliqué, les plantes alpines étant très fragiles. C'était très très peu viable, et souvent, en fait, c'était des plantes alpestres, c'est-à-dire des plantes qui poussent en bas des montagnes, ce qu'on achète très souvent, nous, dans les commerces, et non pas des Edelweiss ou des... même si Albert Kahn en a eu, mais c'était vraiment des plantes les plus tolérantes possibles, contrairement au projet qui avait été inventé par ce monsieur belge qui travaillait au Muséum de Bruxelles. Il s'appelle Breck, je ne sais pas comment le prononcer, mais donc qui a créé le vrai jardin alpino-japonais ultime, avec donc mélange de torii, de glycine, de lanterne japonaise, le tout monté sur un vrai enrochement qui représentait la flore alpine des Ardennes. Et donc lui, il était spécialisé, en fait, il était géologue, donc il avait vraiment fait ça de manière très, très scientifique, avec l'aide de botanistes. Donc c'était le plus abouti à avoir fait ça, mais malheureusement, comme à chaque fois, ça n'a pas survécu à sa mort. Il est mort en 1932. Tout de suite après, ça a été tout démantelé. Les nouveaux propriétaires ne savaient pas s'occuper de plantes alpines, donc elles mouraient toutes. Et puis après, le jardin japonais, pareil, ça coûte cher en entretien. C'est souvent ce qui est arrivé, en fait. C'est les riches propriétaires mouraient ou étaient ruinés, et ceux qui ont suivi ne voulaient pas dépenser autant d'argent ou n'avaient pas les jardiniers qualifiés pour s'occuper de ces jardins. Et donc ça a dépéri très souvent comme ça, quoi. Donc les éléments de décor qu'on va revoir, donc en voilà au Japon et aussi en France, donc des éléments qu'on va revoir un peu partout. Donc ça, c'est ce qui a beaucoup inspiré les Occidentaux, c'est le jardin de thé principalement. Donc un jardin très verdoyant, avec les pas japonais, les lanternes, donc des choses qui frappent l'esprit et qui les ont frappés quand ils les ont vus au Japon et qui souvent voulaient reproduire chez eux. Donc ça, un exemple avec Kraft dans son jardin, donc on retrouve les lanternes, les pas, les puits. Je vais mettre en parallèle, en fait, maintenant, les dessins qui étaient dans le livre de Josiah Conder en 1893. Donc, par exemple, les lanternes. Donc, ça, c'est une des lanternes de Kraft. Et on la voit très bien représentée donc, dans le livre de Josiah Conder de 1893. Alors, ça ne veut pas dire que Kraft l'a lu, mais c'était des systématiques. Et comme je vous disais, Kraft a repris dans des livres japonais ces illustrations. Et on a fait, en fait, un condensé dans un seul livre. Mais voilà, c'était des images un peu d'Épinal, et donc Kraft, qui s'est rendu au Japon, a dû les voir en vrai, et donc a reproduit chez lui. Mais c'est drôle de pouvoir les voir aussi dans les livres japonais qui traitent des jardins. Donc voilà d'autres exemples, avec une autre illustration, et donc des lanternes issues de plein de parcs différents. Donc on a Cannes, Veules-les-Roses qui a disparu, la résidence Bernheimer à Hollywood qui a disparu aussi. Alors Veules-les-Roses, c'est en Normandie, où c'est la limite avec la Somme. Et Saint-Marc-la-Jaille, alors ça a disparu aussi. Ça, pour le coup, c'était une propriétaire qui a eu 2 jardins japonais qu'elle a fait construire dans 2 châteaux différents, donc Saint-Marc-la-Jaille et puis un autre en Bretagne. Ça, c'est les lanternes, les petites à pied comme ça, c'est celles qui mis Taureau, je crois, c'est celles les lanternes de neige, en fait. Elles mettent en valeur, quand il y a la neige, elles sont très basses, et donc la lumière se reproduit sur la neige en hiver. Donc les grosses, qu'on voit très souvent. Donc entre celles de Cannes, Batumi, donc en Géorgie, Tully, un autre qu'on n'a pas encore vu, donc en Irlande. Donc celles-là sont toutes en ciment. Donc c'est en fait les Japonais, plutôt que de dépouiller tous les jardins ou tous les temples pour vendre toutes les lanternes de leur pays, se sont mis à en produire en ciment moderne pour les exporter à l'extérieur. Et après, les Occidentaux ont fait la même, et il y avait des fournisseurs aux États-Unis et en Europe où on pouvait acheter toutes ces lanternes sans avoir à aller au Japon.
Donc ça, c'était pareil, il y avait tout un commerce, hein, c'était très bien organisé, comme l'importation des bonsaïs et tout, dans les années 1910-1920. Là, il est très facile de pouvoir tout acheter sur place sans se déplacer. Et donc, une image, l'image suivante, voilà, ça c'est très intéressant, parce que donc ça, le dessin provient du livre de Josiah Conder, et c'est ce que Albert Kahn a réalisé avec son jardinier Picard. Donc c'est exactement la même, un poteau plus grand que l'autre, le bout de bois a quasiment la même forme. Enfin bon, donc on voit la similarité entre le dessin de Conder et ce qu'a créé Kahn et son jardinier, mais sans savoir si Kahn a eu le livre. Comme je vous disais, Conder a fait un best-of de tout ce qu'on pouvait voir au Japon. Donc Albert Kahn s'est peut-être inspiré de Conder ou d'une autre photo reprise dans un autre livre, on ne sait pas. Mais là, on voit très bien l'application à partir des dessins, ce qu'on peut faire en vrai, entre guillemets, chez soi, à l'époque. Les pagodes, ça aussi, très courantes. Donc, je vous ai mis que celle d'Albert Kahn, mais on en trouve dans plein de jardins. Donc, des pagodes en pierre, hein, évidemment. Des pagodes de jardin décoratifs. Celle d'Albert Kahn était éclairée. Il y avait encore des fils à l'intérieur, donc lui, il y avait de la lumière à l'intérieur. Tout ce qui était un peu abri, diverses. Donc toujours pareil, hein, ce sont les planches de Conder et ce qu'on pouvait en faire en vrai. Donc Vassol, on l'a vu tout à l'heure, à Hollywood, et ça c'est en France, à Marle. Donc un jardin public, donc indiqué sur la carte postale comme japonais, mais en dehors de cet élément, il n'y a absolument rien, aucune plante ni rien, donc c'est vraiment très très succinct à nouveau. Évidemment les ponts, donc rouge de préférence, comme le grand pont de Nikko, voilà, le sanctuaire de Nikko qui était extrêmement visité à l'époque. Par tous les touristes occidentaux. Et donc ce grand pont rouge souvent représente ce pont, mais tous les ponts rouges ne représentent pas Nikko, et il y a aussi des ponts rouges en Chine, etc. Donc, mais dans ce genre de jardin, c'était souvent la symbolique que l'on voulait représenter. Mais après, voilà, il pouvait y avoir toutes sortes d'autres formes de ponts. Je continue, les torii. Donc en bas, je vous ai mis un sanctuaire qui se trouve dans un jardin au Japon. Donc comme quoi, il y avait des sanctuaires dans les jardins, ça pouvait arriver. Et donc là, la représentation qu'on s'en faisait dans divers jardins. Donc ici, 2 exemples. Et les portes, d'autres exemples de portes. Donc ça, c'est Kahn. C'est Rigame, donc, qui a fait un dessin de chez Kraft, au Midori. Et donc, à gauche, les portes dessinées dans le livre de Conder. Ça, après, donc ça, c'était tout ce qui était pot, poterie, bonsaï. Donc, j'ai fait un agrandissement de la photo de 1903 chez Albert Kahn, qui est à droite. Et en bas, ce sont les pots qui sont rangés sous le pavillon de thé. Et puis donc sur la photo de gauche, c'est chez Kraft. Donc on voit en fait, il avait exposé ses bonsaïs ici, donc une partie de sa collection de bonsaïs. Ça aussi très courant. Et moins courant, le Gorinto. Donc ça c'est un monument bouddhiste, un monument funéraire. Donc Albert Kahn en a fait construire un, donc il a été préservé. Celui qui est en bas à droite, donc ça c'est un peu particulier. Donc il a été aménagé dans la villa Tachar, qui a été en fait, le jardin était plus un lieu d'exposition d'objets décoratifs, et donc il est vraiment présenté comme une expo moderne. Donc il est posé au milieu de la roseraie. Donc la symbolique, je ne sais pas s'il s'en souciait, mais en tout cas c'est plus le côté esthétique là qui rentre en compte. Mais donc des Gorinto, on pouvait en voir aussi chez d'autres personnes qu'Albert Kahn. Sauf que je pense que celui de la Villa Tachar, c'est pas sûr qu'il l'ait gardé. Et donc pour finir, voilà, l'état des lieux d'aujourd'hui. Donc le Midori, aujourd'hui, le pavillon de thé qui a disparu. Et donc les propriétaires actuels essayent de le restaurer comme ils peuvent, enfin de restaurer, en tout cas de réparer, de remettre tout à jour, de dégager toutes les fondations. Donc vous voyez là, vous avez les restes du Tsukubai, donc là où on s'amusait à imiter la cérémonie du thé. Donc ça c'est le pied d'une ancienne lanterne qui est cassée en plusieurs morceaux. Mais donc beaucoup de choses sont encore en place. Là il y a la photo avant-après, le pas japonais à l'époque de Duke Kraft. Et aujourd'hui, donc encore à la même place, hein, il n'a pas bougé. Et ils ont dégagé quasiment 30 cm de terre par-dessus, qui avait tout recouvert. Donc c'est un travail énorme qu'ils sont en train de faire. Donc Kahn, malheureusement, son jardin alpino-japonais a disparu, a été remplacé. Mais par contre, c'était là en bas, c'est le jardin de Sèvres, lui, est toujours existant, donc à l'abandon, mais restaurable, entre guillemets. Le jardin des Rothschild à Boulogne, donc, qui est entretenu par la ville de Boulogne. Donc certains éléments ont survécu, mais toute la végétation quasiment a disparu, sauf les grands conifères, comme je vous disais, cette mode. Donc c'est pour ça que dans tous les jardins japonais, vous avez ces grands cèdres bleus. Et aussi un autre truc, c'est le hêtre pleureur, le grand hêtre pleureur. Il y en a quasiment à chaque fois, quoi. Il y en a un chez Albert Kahn, il y en a un chez les Rothschild, et il y en avait un aussi chez Kraft.
Et ça, c'est un ancien jardin japonisant, donc je ne vais pas montrer tout de suite. Donc voilà, ça c'est la petite partie alpino-japonaise de chez Madame Hersens. C'était un jardin qui était juste en face de chez Monsieur Albert Kahn, ils se connaissaient. Et donc aujourd'hui, malheureusement, tout le parc a été détruit. Il ne reste plus que cet ancien décor pittoresque avec un moulin au-dessus d'une grotte. Et aujourd'hui, donc Meunier existe toujours. Donc le Bois-Lary, c'est entre guillemets le mieux sauvegardé, puisque personne n'y a touché. Et donc à part les végétaux qu'on poussait, tout est en place, les jeux d'eau, le pavillon, les enrochements, rien n'a bougé. Donc il suffirait de replanter et on pourrait le refaire à l'identique. Voilà, et je m'arrête, merci bien.